à toutes et à tous pour ce nouvel webinaire qui sera consacré aux aides à l'installation et aux investissements. Nous sommes particulièrement heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, comme pour les séances précédentes. Ces webinaires, je vous le rappelle, sont organisés par les agents des services extérieurs de la Direction de la Recherche et du Développement du SPOI. Nous accueillons également l'orateur de ce jour qui est Yuri Bartel. Yuri Bartel est le directeur de la Direction des structures agricoles au sein de l'organisme payeur de Wallonie. Vu sa fonction, il est vraiment l'expert qui pourra vous transmettre un maximum de renseignements, un maximum d'informations, de conseils et de réponses sur ce sujet. Ce sujet qui, bien sûr, intéresse tout particulièrement les futurs agriculteurs, les consultants, les jeunes agriculteurs, ainsi que tous les agriculteurs qui souhaitent investir, qui souhaitent innover ou développer leur exploitation. Malgré le contexte informatique assez compliqué pour le SPOE, nous le remercions d'avoir accepté de passer 1 heure avec nous et avec tous les auditeurs. Je voudrais particulièrement remercier le service de la téléphonie, Florence de Smet, ma collègue de Oui, et Andreas Reuter, le collègue de Malmedy, qui connaît également très bien cette matière et qui ont permis d'assurer une connexion informatique à Yuri Bartel. Comme les fois précédentes, cette présentation est enregistrée. Nous vous enverrons ultérieurement un message qui suivra ce webinaire avec le lien. Tous les webinaires peuvent être vus sur la chaîne YouTube SPW Agriculture Environnement. Nous vous proposons donc un exposé d'environ 45 minutes, puis suivi par une séance questions-réponses d'environ 15-20 minutes. Tout d'abord, quelques petits rappels concernant le fonctionnement de ce webinaire. En haut, vous voyez plusieurs onglets. Les micros et les caméras des participants sont coupés. Il n'y a que les caméras et micros des organisateurs et orateurs qui sont ouverts. Vous voyez également un onglet en haut qui s'appelle « Conversation ». Dans cet onglet « Conversation », vous pouvez indiquer des messages, réflexions ou autres. Je voudrais vous rappeler qu'à la fin de la présentation, des questions pourront être posées par écrit à Yuri Bartel, ce qui veut dire que dès à présent, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet qui se situe à droite de l'onglet Conversation, c'est-à-dire l'onglet Q&R. On vous demande simplement d'être concis, synthétique, clair dans la formulation de ces questions. Et donc, on vous demande également de poser des questions générales et d'éviter des situations personnelles. La direction des structures agricoles ainsi que les directions et services extérieurs sont bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions précises et personnelles. Merci pour votre collaboration et pour votre compréhension. Voilà, je cède directement la parole à Yuri Bartel pour vous présenter les aides à l'installation et aux investissements. Yuri, je te cède la parole et tu peux partager le diaporama. Ok. Merci Benoît, merci pour l'invitation et merci de nous avoir rejoints et de me permettre d'exposer donc les aides à l'installation et à l'investissement, donc dit AII de cette nouvelle PAC. Et donc, si vous avez encore des questions malgré la conversation et l'onglet questions-réponses que Benoît vous a présenté, nous avons l'email générique question.structure.agricole.ope@spe.wallonie.be qui est à votre disposition. On y répond toutes les semaines à toutes les questions. Les slides plus complets, la législation, les notices, les calculettes, tout se trouve sur le site agriculture.wallonie.be/AII. Voilà pour les modalités. Donc, je commence tout de suite par AII,
qui est simplifié. Donc, c'est un mot fort à la mode, la simplification administrative. La première simplification, mais c'est le D de ADISA qui a disparu, c'est le développement qui était obligatoire pour les jeunes qui ne l'est plus dans ce système-ci. Le SA de secteur agricole qui a disparu, parce que comme vous pouvez le voir, il y a secteur agricole, horticole, les coopératives, les entreprises de transformation et de commercialisation, à la fois en agroalimentaire et en sylviculture. Voilà. Et donc, les aides AI, c'est bien sûr le second pilier de la PAC, les aides FEADER, et donc cofinancées, une partie par la Wallonie et une partie par l'Europe. Quelles sont les interventions? Il y a l'installation des jeunes agriculteurs, les investissements en production, par les producteurs ou par les CUMA, la diversification, qu'elle soit agricole ou non agricole pour les agriculteurs, le secteur des PME en transformation et commercialisation en agroalimentaire, ainsi que les coopératives qui font la même chose, la transformation et la commercialisation, et enfin les exploitations forestières. Le petit nouveau, ce sont les non productifs. Vous savez très bien que quand il y a un orage et des coulées de boue dans un village, les premiers qu'on pointe du doigt, ce sont les agriculteurs. Cette fois-ci, il y a des aménagements type fascines, mares, fossés, qui peuvent être remboursés jusqu'à 100% pour ce type d'investissement. Les concepts de base, comme j'ai dit, donc simplification. Donc les consultants sont facultatifs puisque c'est plus simple, mais ils sont quand même encore obligatoires pour l'introduction des demandes d'aide à l'installation. Sinon, pour un investissement, c'est 3 questions manuelles, le permis à scanner et vous choisissez l'investissement. Ça prend 3 minutes, c'est aussi facile que de commander une paire de chaussures sur Zalando. Comment on a pu faire ça? En utilisant les sources authentiques, c'est-à-dire que toutes les données qu'on connaît à l'administration, on va arrêter de les redemander. Ils ne doivent pas réencoder toutes les données accessibles à l'administration. Ben, je prends par exemple, on a le numéro de partenaire au CIGEC, le numéro de TVA d'entreprise à la BCE, on sait s'ils sont agriculteurs à titre complémentaire ou principal à la BCSS, on sait s'ils sont en ordre d'accisé, on connaît leur taux de liaison sol, on connaît tout leur cheptel, on connaît la déclaration de superficie et quelques permis sont encodés, mais c'est ça qu'on n'a pas encore à 100%. Mais le DPA m'a promis que les permis seraient dématérialisés d'ici 2 ans, et peut-être que dans 2 ans, c'est quelque chose aussi qu'on aura en direct. La notion de base, c'est simplement d'être agriculteur actif, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres conditions, mais j'y reviendrai plus tard. Utilisation aussi de données contrôlables. On va arrêter de contrôler, soi-disant, les heures passées à l'extérieur, les revenus qu'on reçoit 2 ans après. On a fait plus simple. Une personne identifiée derrière un numéro de producteur compte pour un membre. C'est plus facile. Le principe de confiance aussi, donc, c'est-à-dire que tous les documents restent originaux en ferme, mais il y aura une visite à 100% par la direction du contrôle agricole. Avant, on passait 2 à 3 fois, donc la direction extérieure, la direction des structures et enfin la direction du contrôle. Maintenant, on fait qu'une seule visite, mais à 100%, que ce soit pour l'installation et l'investissement, ce qui me permet aussi de payer en une seule fois l'investissement et toujours en 2 tranches l'installation, j'y reviendrai. On utilise aussi la notion de production brute standard qui était déjà utilisée, mais sur l'exploitation et que pour les installations de la DISA. Ici, le secteur, on a décidé d'utiliser la PBS, donc la production brute standard, par membre, donc divisé par le nombre de membres que j'ai parlé au-dessus, et à la fois pour l'installation et l'investissement. Mais on ne le fait qu'à l'introduction du dossier. La comptabilité de gestion et le fameux calcul de viabilité qui était compliqué d'Adisa, on ne l'utilisera qu'une seule fois à la fin de l'installation et c'est l'administration qui fera le calcul à la place de l'agriculteur. Et la seule chose qui sera vérifiée, c'est s'il a bien atteint les 15 000 € par membre. L'aide forfaitaire était déjà utilisée pour l'installation en Adisa. Ici, elle est toujours, c'est exactement la même chose, 70 000 forfaitaires en AI et on a étendu ce forfait aux investissements avec le coût simplifié, j'y reviendrai. Il n'y a plus de notion de remplacement, c'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas acheter, par exemple, 2 bennes si elles n'avaient pas 7 ans d'écart. L'Europe n'a pas repris cette notion de remplacement, donc nous, on ne l'a pas regardée non plus, on l'a écartée. Mais c'est toujours du matériel neuf ou des constructions neuves qui sont subsidiées avec les coûts simplifiés. La seule dérogation, c'est le matériel de démonstration qui aura 10% d'aide en moins, et si elle remplit 3 conditions. Moins de 12 mois, moins de 200 € compteur et immatriculé juste au nom du vendeur. Il y a moins de conditions et plus de critères de sélection. Par exemple, le stage n'est plus une condition, mais est resté un critère de sélection. Voilà.
pour les concepts de base. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Je commence par l'installation. Une modalité qui a changé. Avant, on s'installait d'office en 3 ans. Maintenant, c'est maximum 5 ans, mais on peut l'écourter à 3 ans. Et c'est bien 3 ou 5. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est 3 ou 5 ans. Nouveauté aussi, on peut commencer à s'installer agriculteur à titre complémentaire du moment qu'on passe à titre principal à la fin de son plan d'entreprise, donc au bout des 3 ans ou 5 ans. La production brute standard par membre que je viens de parler, elle doit être comprise entre 12 500 et 425 000 euros. C'est-à-dire qu'en dessous de 12 500, on considère que ce n'est pas une exploitation professionnelle, mais plutôt hobbyiste. Et au-dessus de 425 000 euros, on considère que l'exploitation a suffisamment de potentiel que pour ne plus être aidée par les aides publiques. La nouveauté en vert foncé que vous voyez, c'est pour à partir de janvier 2025, on n'est pas en plein dedans. Avant, ça se calculait sur l'année de l'installation. Maintenant, ils ont le choix entre l'année de la demande, l'année de l'installation ou l'année précédant l'installation. Le calcul de viabilité, comme je l'ai dit, c'est juste en fin de plan et il faut juste atteindre les 15 000 euros par membre pour que je puisse payer le solde de l'installation. Pour bénéficier de ça, il faut être jeune agriculteur. C'est quoi un jeune agriculteur? C'est un agriculteur qui a moins de 40 ans plus 364 jours. C'est-à-dire que le jour où il souffle sa bougie de 41 ans, pouf, c'est fini, il est vieux. Avoir la bonne qualification, qu'on va voir tout de suite après, et au moins détenir 25% des parts dans l'association ou dans la société que constitue l'exploitation. Comme j'ai dit, le stage est devenu un critère de sélection et l'actif et la qualification est resté une condition. L'exploitation, elle doit aussi remplir des conditions. Donc, il faut bien tenir une comptabilité de gestion dès qu'on s'installe ou continuer la compta de gestion qui était faite par le cessionnaire ou le cédant. Désolé. Être en ordre d'accisé, un taux de liaison au sol inférieur ou égal à 1 et être en ordre de permis classe 2 ou 3. Les classes 1 sont éliminées à la fois en installation et en investissement. Le montant forfaitaire reste de 70 000 comme dans la DISA. Donc, on ait la chance d'avoir l'exploitation en donation à zéro ou qu'on doit faire un crédit de 800 000 pour acheter l'exploitation, on reçoit 70 000 euros qui est payé en 2 fois, 75% à l'installation et 25% au bout des 3 ou 5 ans si on atteint bien les 15 000 euros par membre. Nouveauté aussi en 2025, c'est qu'avant, ils avaient 24 mois pour introduire leur plan d'entreprise. Maintenant, ils ont jusque 36 mois et donc 12 chances de passer au bloc de sélection trimestriel. Voilà pour l'installation. En ce qui concerne les qualifications, il faut juste retenir que tous les diplômes au-dessus en vert donnent accès direct aux aides et en dessous en jaune, ce n'est pas suffisant. Il faut aller suivre les courbets et avoir 2 ans d'expérience en plus ou passer devant le comité d'installation. Je reviendrai de l'expérience. Donc au-dessus, c'est facile, c'est tout ce qui est universitaire agronomique, bachelier gradué agronomique, ou ceux qui font des techniques de transition agronomique, ou ceux qui ont fait la filière qualification, donc le CQ6 en agronomie, mais à ce moment-là, il faut aussi le CESS. Alors, il y a les germanophones qui, eux, ont un certificat de chef d'exploitation agricole qui est suffisant, et les 2 petits diplômes d'IFA-PME, maraîcher bio et viticulteur, qui sont devenus suffisants, qui étaient l'équivalent des courbés dans 10 ans, mais maintenant qui sont suffisants seuls. Si on n'a pas ce type de diplôme, comme je l'ai dit, c'est courbé plus 2 ans, sauf pour ceux qui n'ont aucun diplôme, c'est courbé plus 5 ans, et la petite dernière dérogation, c'est que pour les investissements, mais celui qui est installé depuis 10 ans, on ne va pas le faire retourner à l'école pour acheter un tracteur. Voilà pour les qualifications. Pour l'expérience, il y a 3 façons d'avoir de l'expérience. La première, c'est la plus simple. Dès que vous allez vous inscrire en tant qu'agriculteur au niveau de la direction extérieure, en tant que gestionnaire du P et membre du numéro de producteur, mais le lendemain, vous avez 1 jour d'expérience. 1 mois après, 1 mois d'expérience. 1 an après, 1 an d'expérience. C'est le plus simple. Votre carrière commence. Si avant, vous avez été aidant ou ouvrier agricole sur une exploitation, vous pouvez faire valoir votre expérience en envoyant soit vos CAS ou votre contrat d'ouvrier au comité d'installation. Pour ce faire, ils ne doivent pas vous auditionner. Ils vérifient les documents et s'ils sont probants, ils vous rajoutent l'expérience requise. Si, malgré ça, vous n'avez pas encore assez d'expérience, vous pouvez demander une audition devant ce comité d'installation qui se réunit normalement plus ou moins 1 fois par mois et il vous donne l'équivalent des 2 ans d'expérience. Et donc, c'est pour ça qu'en dessous, il y a la petite remarque que pour la qualification, on peut additionner 1, 2 et 3. Par contre, pour avoir des points, on ne compte que la vraie expérience, la 1 et la 2, celle qui est donnée fictivement en audition, ne compte pas pour avoir des points. On passe, après l'installation, aux investissements classiques. Si on veut acheter une machine, faire une construction ou un aménagement, c'est la même règle pour la production brute
standard par membre, 12 500, 425 000. Pas de panique aussi, je ne l'ai pas dit pour l'installation, ça n'élimine que 3% des exploitations, les trop petites ou les trop grosses. Nouveauté en 2025, avant on prenait d'office l'année précédant la demande, maintenant ils ont le choix entre l'année de la demande et l'année précédente de la demande. Toutefois, attention, s'ils choisissent l'année de la demande, par exemple s'il faut une demande en 2025, ils devront attendre d'office 2026 pour être payés, puisqu'il faudra qu'on ait toutes les données 2025 pour pouvoir calculer leur PBS par an. Je l'ai dit, il faut être au minimum agriculteur actif, mais ce n'est pas suffisant. Et là, ça dépend comment vous êtes constitué. Si vous êtes en personne morale, donc en société, ou en association de personnes physiques. En personne morale, c'est la majorité des membres minimum agriculteurs à titre complémentaire qui a la bonne qualification et la majorité de départ. En association de personnes physiques, c'est la moitié des membres minimum agriculteurs à titre complémentaire avec la bonne qualification et la moitié des parts. Ça change quoi? Mais c'est quand ils sont deux. En société, les deux doivent être admissibles. En association, 1 sur les deux. Quand ils sont 4, 3 sur 4 en société doivent être admissibles, 2 sur 4 en association. Pour l'exploitation, c'est exactement les mêmes conditions qu'en installation. Compta de gestion, axisé, taux de liaison au sol inférieur ou égal à 1, permis classe 2 ou 3. Là, ce n'est pas 70 000 forfaitaires, c'est un coût simplifié, fois 10% d'aide de base, plus autant de majoration qu'ils veulent, mais quoi qu'il arrive, je dois raboter à 40% d'aide, qui est déjà pas mal. Combien ils peuvent avoir sur la période 2023-2027? 200 000 euros, cumulables avec les 70 000 euros de l'installation. Ils ont droit à 2 dossiers par trimestre, donc 2 investissements par trimestre, et donc 8 par an. Voilà pour l'aide à l'investissement. On va passer aux aides en coopératif. Les 2 types de coopératives qui sont aidées, ce sont les CUMA et les CTC. Là, on a simplifié aussi. Il ne faut plus d'office 3 exploitations, mais 3 membres, donc 3 personnes physiques. S'ils sont plus que 3, il faut que la majorité des membres soient minimum agriculteurs à titre complémentaire avec la bonne qualification et la majorité des parts. C'est-à-dire, on commence à 3 sur 3, 3 sur 4, 3 sur 5, 4 sur 6. Je vous laisse faire la suite. Là, le montant de l'aide, on part du même coût simplifié, mais là, on démarre direct à 20% d'aide de base, plus majoration. Mais là, ils ne savent pas monter à 40, on reste bloqué à 35. Petite différence entre les CTC et les CUMA. Les CTC, c'est des plus gros investissements. Là, le montant cumulable sur la période de la PAC est d'un demi-million et les CUMA, 200 000 euros, aussi cumulables avec les investissements sur chaque exploitation. Même règle, 2 dossiers, 8 par an. La diversification, que je dis aussi agricole et non agricole, c'est une dérogation pour les agriculteurs. Eux, ils peuvent faire les deux. Donc, je prends un exemple. Si vous prenez du lait, vous faites du beurre et du yaourt, c'est agricole. Vous faites de la glace, c'est non agricole. C'est les douanes qui fixent ça, mais vous pouvez faire les deux. Mais dès que dans un bâtiment, il y a du non agricole, tout est considéré comme non agricole. C'est parce qu'il faut bien faire une décision. Voilà. Donc, les conditions, c'est exactement les mêmes qu'en investissement. La différence, c'est que là, on démarre à 20% au lieu de 10%, plus majoration, mais je m'arrête aussi à 40%. Et on a 200 000 supplémentaires cumulables pour la période 2023 pour ce type d'investissement. Et 8 investissements supplémentaires par an pour ce type. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune qui s'installe peut avoir 70 000, 200 000 pour des aides classiques et 200 000 pour les aides à la diversification, ce qui fait 470 000 maximum. Voilà les quelques codes NAS non agricoles. Je vous laisserai aller le lire. Par exemple, vous voyez que l'alcool et la bière, c'est non agricole. Par contre, le vin, c'est agricole. Les fameux coûts simplifiés, le coût, c'est quoi? C'est une dépense admissible. Donc, c'est un investissement qu'on fait, qui a été calculé selon une méthode prédéfinie. Et donc, si on sait à l'avance quel est le coût simplifié, on applique le taux de base, comme je vous l'ai dit, les 10 ou les 20% plus les majorations. Et donc, l'agriculteur sait à l'avance combien je vais lui payer. Et moi aussi, je sais à l'avance combien je vais le payer. Beaucoup plus facile. Donc, ici, schématiquement, ça donne quoi? Il y a un coût simplifié pour une machine. Pour un bâtiment, c'est un coût simplifié au mètre carré ou à la place. Par exemple, pour les salles de traite, c'est un coût simplifié par place dans la salle de traite, ou pour les poulaillers mobiles, même chose, c'est à la place. Pour les lignes de transformation, par exemple, si on a une ligne de transformation de la pomme de terre qui va se laver, s'éplucher en frites et puis sous vide, mais comme c'est une ligne de transformation, c'est en mètres. Pour les énergies renouvelables, c'est des kilowatts crête. Les 3 types d'énergie renouvelable qu'on subsidie encore, ce sont les petites biomètres de moins de 10 kilowatts, mais je pense qu'il y en a très peu et que ça ne se fait plus beaucoup. Sinon, il y a les panneaux photovoltaïques et l'éolien, ça on a encore beaucoup de dossiers, mais ce n'est que pour l'autoconsommation, donc ça va être dimensionné
pour l'exploitation. Si pour les grosses stations de biométhanisation, vous voulez de l'aide, il y a des aides UDE qui existent au SPER et qui sont compatibles avec AI. Et enfin, les plantations, mais les plantations type verger ou vigne, donc les plantes qui restent au moins 20 ans, c'est à la plante, mais bien sûr, vous n'allez pas faire un dossier pour une plante. Par exemple, pour les vignes, pour avoir un dossier, il faut minimum 500 vignes avant de pouvoir rentrer dans le système. Un petit exemple, j'ai pris ici l'endaineur. Vous savez qu'il y a des simples, des doubles et des quadruples. On a fait une statistique sur Adisa et on a fixé que le coût simplifié, c'est la médiane. Donc la médiane, ce n'est pas la moyenne, c'est autant de prix au-dessus qu'en dessous. Et donc, un endaineur simple, pour nous, c'est 7 750 €, un double 20 000, un quadruple 48 000. C'est-à-dire que s'il achète un simple, on lui donne 775 € d'aide. Il le sait à l'avance. S'il achète un double, il a 2 000 € d'aide minimum. Voilà. Et puis, on a décidé, par exemple, que les quadruples, ce n'est pas admissible sur les exploitations. Par contre, en CUMA, c'est les simples qui ne sont pas admissibles parce que ça ne tiendrait pas la route. Mais par contre, les doubles et les quadruples, oui. Et donc, vous voyez que, par exemple, une CUMA, un quadruple, il démarre à 20%, ils ont 9 600 €. Vous voyez qu'on peut avoir plus que 40% de majoration, mais moi, je bloque à 40%, c'est-à-dire que pour le simple, le maximum que j'aurais pu donner, c'est 3 100 ou 8 000 pour un double. Et donc, vous voyez que celui qui a acheté un endaineur à 5 000 ou celui qui a acheté le maximum à 10 000, ils ont la même taux d'aide et donc c'est à lui à faire le choix. Avant, on payait selon la facture, donc celui qui avait une grosse machine avait plus d'aide que celui qui achetait une petite. Maintenant, tout le monde a le même type d'aide, à eux de choisir quelle machine ils veulent. C'est beaucoup plus équitable et beaucoup plus égalitaire, donc on donne plus de dossiers, mais un peu moins à ceux qui achetaient gros. Pour l'achat de bâtiments, je ne vais pas la faire longue, c'est quelque chose qu'on a voulu conserver. Et donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas donner le coût neuf à un bâtiment qui a 10, 15 ou 25 ans. Donc, il y a une formule qui est composée d'un coefficient de vétusté, mais on s'arrête à 25 ans, parce que le bâtiment ne vaudra jamais zéro. Tant qu'il y a toujours bâtiment, il faut bien sûr que le bâtiment soit fonctionnel, il ne faut pas un mur et une dalle de béton. On tire l'inflation, et donc, je vais vous faire juste les exemples, vous irez voir la formule. Donc, par exemple, une étape de 1150 mètres carrés à 238 € du mètre carré, si vous la construisez neuf maintenant, moi j'interviendrai sur 273 700 €. Donc 10%, je vous donnerai 27 370 €. Mais comme elle a 24 ans, je n'interviendrai que sur 68 508 €. Autre exemple, un hangar de 500 mètres carrés à 200 € du mètre carré, parce qu'un hangar coûte moins cher qu'une étable, c'est 101 000 à la construction, donc ça veut dire 10 100 € d'aide de base, mais 23 000 j'interviendrai sur 23 697 si il a 25 ans ou plus. Les majorations, donc 10% d'aide de base, 10% pour les jeunes. Alors, si on a en IZCN 4%, si on a une majorité de prix permanente 4%, on ne peut pas cumuler des, enfin on peut cumuler les deux, mais on n'a pas 8, on rabote à 6. Ceux qui ont moins de 60 hectares par membre à la déclaration de superficie, 2,5. Ceux qui ont 5 cultures différentes, 6%. En bio, total 5%, conversion partielle 2,5%. Ceux qui respectent la législation porc bio, 10%. Et donc, c'est pour ça qu'on rabote. On ne peut pas cumuler la législation porc bio et bio. Et c'est 10%. Ça, c'était les majorations sur l'exploitation et le jeune sur le jeune. Maintenant, il y a des majorations sur les investissements. Plantes pérennes, donc verger et vigne, 10%. Alors, les deux petits derniers, architecture verte et résilience, il y a une liste d'investissements et il y a une colonne. Et on a décidé lesquels étaient architecture verte et les autres résilience. C'est décidé comme ça, c'est pas vous qui décidez. Donc, normalement, il y a une croix architecture verte, c'est le Green Deal qui est passé par là. Ces investissements qui sont normalement meilleurs pour l'environnement ou moins mauvais. Et la résilience, des investissements qui vous permettent d'avoir un meilleur revenu ou faire face à des crises. Ils ne sont pas cumulables, même s'il y a les deux croix. Les investissements en produits de qualité aussi, donc les fameux KSP des charges ou AOP, IGP, 2,5%. Mais raboté à 40%, vous voyez qu'on peut monter à plus de 40%, mais moi je rabote à 40%. Le petit dernier, c'est l'exception, je monte à 100%, donc une majoration de 90 plus les 10 de base. C'est pour les clôtures anti-sangliers, pour les éleveurs porcins, pour éviter de avoir la peste porcine africaine, comme on l'a eu en Wallonie. Les majorations pour diversification, je vous laisserai voir sans profondeur, mais comme je disais, on passe directement de 20, jeune 10, et bio, on est tout de suite à 40%.
En CUMA, ça dépend du nombre de membres et s'il y a résilience ou architecture verte. Et vous voyez que le maximum que ça allait chercher, c'est 20, 10 plus 5, 35. SCTC, la même chose. Je vous laisserai aller voir tous ces tableaux qui se trouvent sur le site aussi et dans le PowerPoint que vous aurez. Ça, c'était les majorations. Donc, depuis ADISA, il y a des blocs trimestriels avec des critères de sélection. Et donc, chaque trimestre, on classe les dossiers par ordre de points. S'il y a assez de sous, ben, on paye tout le monde. S'il n'y a pas assez de sous, ben, les derniers de la classe, on ne les paye pas, ils ne sont pas sélectionnés. En installation, il faut minimum 15 points. Comment peut-on avoir des points? Ben, avec l'expérience, avec les stages, IZCN, bio, en horticulture ou produits de qualité. Je vous laisserai voir les points. Alors, il peut y avoir des ex-aequo, puisque vous voyez, il n'y a pas 36 critères de sélection. Dans ce cas-là, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, je vous conseille d'envoyer les dossiers en début de trimestre. En investissement, c'est 8 points minimum. Vous voyez que les jeunes passent d'office, ils ont 10 points. Il y a des points pour IZCN, moins de 60 hectares par personne, pour les 5 cultures, bio, total ou partiel, architecture verte ou résilience, et là, ils sont cumulables, et la majorité en prairie permanente. Pour les CUMA, c'est la même chose en fonction du nombre et s'ils font en architecture verte ou en résilience économique. Donc, les seuls qui ne passent pas la barre des 5, c'est ceux qui sont 3 et qui ne font pas un investissement en architecture verte et résilience. Les autres, normalement, passent s'il y a assez de sous. Alors, une fois qu'ils ont reçu l'aide, donc il y a 2 fois qu'ils s'engagent. Au moment de la demande d'aide, ils ont des engagements et au moment de la demande de paiement, ils ont des engagements. Ils doivent respecter ces engagements pour les investissements 5 ans après le paiement. Et en installation, 3 ans après la fin du plan d'entreprise. S'il y a un engagement non respecté par année, je récupère 1/5. 2/5. Si c'est 3, on ne va pas plus loin que 2/5 par an. Par contre, s'il y a 2 années consécutives avec 2 engagements, je récupère bien sûr 4/5. Un exemple, il a acheté un tracteur, il doit le garder 5 ans, il le revend au bout de 3 ans, je récupère 2/5, il garde 3/5. S'il me prévient. S'il ne me prévient pas et qu'on s'en rend compte, on le contrôle ex post, on rajoute 25% de sanctions. Alors, il y a une petite différence pour le LS. Là, c'est 1/5 s'il y a une conditionnelle à 3% et 1/10 si c'est 1% à chaque année qu'il a le LS supérieur à 1. La petite dernière, qui est aussi une sanction, mais qui protège les personnes, j'y reviens tout de suite, c'est s'il demande quelque chose, c'est qu'il fait moins. Donc, par exemple, il demande un bâtiment de 100 mètres carrés, il réalise 80 mètres carrés. Non seulement je ne vais pas lui payer 100 mètres carrés, ça vous pouvez le comprendre, mais je ne payerai même pas 80 mètres carrés parce que la différence est de plus de 10%. Et donc, je dois doubler la différence. C'est une sanction. Donc, je ne lui paierai que sur 60 mètres carrés. Et donc, ça protège les personnes. Ça évite que le premier de la classe, il demande 500 mètres carrés et que finalement, il fasse que 100 et avoir zéro dette et prendre la place de 4 bâtiments de 100 mètres carrés. Les blocs trimestriels, ben ici, j'ai l'installation. On avait 35 millions au départ, on a déjà dû renflouer les jeunes parce que ça marche bien. Il y a plus de jeunes qui s'installent ici avec cette nouvelle PAC. Donc, on avait ouvert à 3,5 millions, donc on a ouvert le 1er janvier, pendant que les verts introduisaient leur dossier. Après, on a traité les verts pendant que les bleus introduisaient. Pendant que les jaunes introduisaient, on a traité les bleus. Pendant que les oranges introduisaient, on a traité les jaunes. On avait ouvert plus au premier trimestre, puisqu'on savait qu'il y avait des jeunes qui s'étaient installés en 2021 et 2022 qui voulaient rentrer dans le nouveau système, puisqu'il n'y avait plus de développement. Mais si tout l'argent n'est pas utilisé, il fait vase communicant. Imaginons que je n'ai eu besoin que 2,1 millions chez les verts, le 1,4 million passe chez les bleus et j'ai 3,5 millions. Alors pourquoi 2,1 millions? 2,1 millions, c'était 30 jeunes qui s'installaient par trimestre, c'était de 100 à 120, c'était la table dans les anciennes législations. Maintenant, comme on monte plus, vers 50 par trimestre, c'est pour ça qu'on est monté à 3,5 millions et qu'on approche tout doucement les 200 par an. Alors, les 2 slides suivants, c'est un résumé de tout ce que je viens de dire. Je ne vais pas le refaire, mais ça me permet de voir les formulaires. Donc, il y a le formulaire installation. Dans les investissements, il faut choisir les investissements classiques, les investissements non productifs, donc anti-érosifs, les investissements diversification non agricole ou agricole, choisir si on est PME, sylvicole ou agricole, SCTC ou CUMA. Voilà. Et donc, j'ai repris tout par colonne, vous avez toutes les conditions par type de formulaire et par type de demandeur. La gestion autonome aussi est très importante. Donc, je dis, c'est chacun chez soi, chacun son eau, son électricité, ses mazout, ses machines, chacun chez soi. Sinon, on risque d'être regroupé. Et
une même personne physique qui se trouve dans différentes structures ne peut demander que l'aide sous le couvercle d'une seule structure. C'est-à-dire que s'il y avait une même personne physique dans 3 exploitations, dès qu'il demande l'aide sur une exploitation, les 2 autres exploitations n'ont plus droit à l'aide à l'investissement. La seule dérogation, ce sont pour les CTC et les CUMA, puisque là, on a aussi simplifié, les accès à ces coopératives sont plus faciles et on a plus limité le nombre de CTC ou de CUMA pour les membres. Alors, comment ça se passe concrètement? L'agriculteur est là. Première chose qu'il doit avoir, c'est sa carte d'identité et son code PIN. Soit il peut le faire seul pour les investissements ou pour les installations. Il est obligé de passer par son consultant. Et là, il y a e-mandat, parce que vous comprenez bien qu'il faut associer les 2 cartes d'identité. Vous ne seriez pas d'accord que n'importe qui avec sa carte d'identité voit vos données. Et donc, une fois qu'ils ont introduit leur carte d'identité, il y a toutes les données. Je conseille de bien vérifier les données parce que nous, on ne va pas corriger les données. On prend les données qui sont à l'administration. Donc, si vos sources authentiques ne sont pas à jour, c'est la première chose à faire parce que nous, on fera avec les données qu'on remonte à l'écran. Bien vérifier. Nous, on va interroger toutes les bases, l'identification, les sources authentiques, la déclaration de superficie. Et si le demandeur est admissible, on va aller voir son exploitation. Est-ce qu'il est en ordre de permis? Est-ce qu'il est bien à un LS inférieur ou égal à 1? Est-ce qu'il est en ordre d'accisé? S'il passe la barre, on va vérifier s'il est bien dans la tranche de PBS par an, 12 500 à 425 000. Je vous ai mis un vrai calcul ici en dessous, je vous laisserai aller voir. C'est une exploitation qui existe, mais que j'ai anonymisée, bien sûr. Alors, si tout ça est bon, le dossier est d'office recevable, vous recevrez la recevabilité dans les 10 jours ouvrables, sauf bien sûr si on a une attaque et qu'on ne sait plus traiter les dossiers. Mais je dis, à partir de ce moment-là, vous pouvez investir. Mais vous voyez que c'est en rouge. Je conseille pour ceux qui savent attendre, d'attendre la 2e notification, donc l'octroi. Donc, comme je vous ai dit, quand vous rentrez un dossier dans un trimestre, on vous notifiera d'office l'octroi dans le trimestre d'après. Donc, le maximum de délai, c'est 6 mois. Si vous savez attendre, au moins vous êtes sûr que votre dossier sera favorable. Parce qu'il peut être recevable, c'est parce qu'il est recevable qu'il est favorable. Il peut être recevable, favorable, mais non sélectionné par manque d'argent, ou recevable, mais défavorable par une condition qui n'est pas bonne. Et donc, si vous n'avez pas fait l'investissement, vous pourrez réintroduire autant de fois le dossier si vous n'avez pas fait l'investissement. Comme ça, la règle d'antériorité est toujours respectée. Mais une fois que vous avez fait l'investissement, c'est fini. Vous ne saurez pas réintroduire le dossier si celui-ci est non sélectionné ou défavorable. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier les critères de sélection, les points minimums, le budget, le calcul de l'aide, les majorations et le plafond. À ce moment-là, vous savez, l'octroi, comme je l'ai annoncé, il y aura une visite à 100%. Là, vous devez encore respecter quoi? À partir de l'octroi, la première facture, c'est dans les 18 mois. Donc, toujours bien préparer avant. Il vaut mieux avoir son permis avant, son constructeur avant, parce qu'une machine, ça va vite. Dans les 18 mois, je suis sûr qu'ils auront acheté, mais construire le bâtiment, parfois, ça prend du temps. Et la date limite, ils ont 36 mois pour tout finir. Donc, avoir payé toutes les factures qui seront vérifiées en ferme, payées avec les preuves de paiement et avec le compte du partenaire, pas une des personnes physiques, c'est bien avec le compte du partenaire qu'il faut le payer. L'investissement doit être fonctionnel, c'est-à-dire terminé. Si on arrive qu'il manque les portes, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas terminé. Et le petit dernier qui fait rire, c'est la publicité fédéraire, mais ça fait rire, mais il vaut très cher, c'est qu'il faut afficher comme quoi vous avez été subsidié par l'Europe avec les logos et le service public de Wallonie. Parce que si un auditeur ne voit pas ça, on récupère l'aide. Donc, mettez-le bien. Et à vue, c'est de la publicité. Donc, mettez-le à rue si c'est possible. Sur une machine, si c'est possible. Bien sûr, si la machine, par exemple, une ébouseuse, c'est pas possible, vous le mettez à la ferme. Mais par investissement ou par installation, il faut bien cette affiche. Voilà. Si vous ne la mettez pas, vous ne serez pas payé. Et s'il n'y a plus l'affiche en cas d'audit, on récupère l'aide. Donc, c'est un petit papier, mais qui vaut très cher. Si tout est OK, le contrôle me dit OK, moi je vous paye à 100% l'aide à l'investissement et je vous paye les 75 premiers pourcents de l'aide à l'installation. Et au bout des 3 ou 5 ans, quand vous me direz j'ai fini mes objectifs, j'ai fini mon plan d'entreprise, si vous avez atteint les 15 000 par membre, je paye les derniers 25% de l'installation. Voilà. Je pense avoir respecté le timing. J'ai peut-être été un peu rapide, mais c'est pour permettre les questions. Et je vous rappelle toujours que toutes les infos se retrouvent sur agriculture.wallonie.be/AI et qu'il y a la boîte générique question.structure.agricole.fpw@spe.wallonie.be. Voilà, merci pour votre écoute et je laisse les organisateurs gérer les questions et réponses.
Merci Uri pour cet exposé très concis. Je pense que tu as vraiment respecté le temps. Tu nous avais pourtant annoncé que tu serais un peu plus long, mais c'est très bien, comme ça laissera du temps pour les questions et réponses. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à inscrire quelques questions dans l'onglet Q&R. Voilà, tout d'abord, une question. Peut-on avoir des aides pour le rachat de parts dans le cadre notamment des sociétés? Bon, c'est bien sûr dans le cadre de l'installation. Et quelles sont les conditions particulières liées au rachat de parts? Alors, effectivement, euh, c'est pour l'aide à l'installation. Donc, on peut s'installer Ben, le rachat de parts, c'est généralement dans pour l'aide à l'installation. l'installation, même si après, j'ai une autre question concernant OK. peut-être plus l'aide à l'investissement. On va faire d'abord l'aide à l'installation. Donc, Tout à quand on fait. s'installe, il y a plusieurs façons. Donc, soit on reprend à 100%, donc ce qui n'est pas le cas ici, puis c'est de plus en plus rare, soit on reste en indivision, c'est-à-dire qu'on rachète une partie en association. Et ici, dans ce cas-ci, dans une société, on rachète des parts. Donc, c'est une des façons de s'installer. Après, les conditions, ben, c'est que les parts, elles sont valorisées, elles valent quelque chose, et que dans la convention de reprise, ben, on dit je reprends minimum les 25% requis pour avoir accès aux aides à l'installation, et on prévoit une modalité de paiement. Même si c'est forfaitaire, il faut que la convention de reprise de parts soit respectée pour que nous, on dise il y a installation. Mais que la part soit à 25 euros, 100 euros, c'est 70 000 euros pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et bien sûr, pour pouvoir faire le rachat, il faut respecter d'être jeune agriculteur, la bonne qualification, avoir 25% des parts pour pouvoir s'installer. Et c'est de s'installer la première fois et envoyer son plan d'entreprise dans les 36 mois de son installation effective. Donc à la date de reprise des départ, où on devient identifié comme un co-gérant de la société au niveau du CIGEC et on vient de membre effectif de cette exploitation. Pauline Van Nootbroek, justement, pose la question suivante. Est-il possible pour un membre d'une fratrie d'obtenir des aides à l'investissement pour le rachat de parts de ses frères pour un bâtiment fait dans le cadre d'une Oui. donation à taux 0%? Ah, non, alors, il y Oui, a il y de a l'aide plusieurs pour aspects l'achat. là, je Oui, oui, pense, dans la question. donc, il y a de l'aide pour l'achat de bâtiments. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré avec la formule où je vous ai fait le petit exemple, étable ou hangar. D'accord? Donc, si, imaginons, c'est une fratrie, ils sont quatre. D'accord? D'abord, on ne peut pas s'acheter les bâtiments entre membres. Donc, si un des membres est propriétaire et est toujours en activité, il n'y a pas possibilité de racheter la part. Il faut que, par exemple, on rachète les parts de papa et maman qui sont sortis de l'association. Un des frères ou une des sœurs a repris l'exploitation et veut payer la soulte aux trois autres, si j'ai bien compris la situation. À ce moment-là, on prend la valeur du bâtiment. Elle peut racheter 75% parce qu'elle est déjà propriétaire de 25 par héritage. Et ces 75% doivent faire l'objet d'un acte authentique devant notaire, avec donation à zéro ou pas, donation à... Nous, du moment que la législation, que le notaire, tout est bien fait, qu'on a l'acte qu'elle est bien achetée, à ce moment-là, on interviendra sur l'achat de 75% du bâtiment à ses frères et sœurs en coût simplifié, c'est-à-dire qu'il y a un coût au mètre carré par type de bâtiment et par année. Donc, imaginons qu'elle achète trois bâtiments étables de 1990, elle peut faire un dossier avec les mètres carrés des trois bâtiments. Par contre, si elle achète une étable de 1990, un hangar de 1985 et un atelier de transformation de 1950, il faut faire trois dossiers parce que c'est trois types et trois années différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as répondu, mais peut-être que comme c'est un cas particulier, des informations seront peut-être nécessaires, mais Elle peut Pauline envoyer une Van den question en Broek peut question avec poser. vraiment Voilà, exactement. Voilà. tout à fait. Julien Vanov pose une question concernant le houblon. Donc le houblon, c'est une plante pérenne. Mhm. Est-ce que c'est considéré comme une Non. plante pérenne et est-ce qu'on a accès éventuellement à des aides aux investissements concernant le développement l'installation de cette plante? En plantes pérennes ne sont subsidiées que les basses, moyennes, hautes tiges et les vignes. C'est les quatre seuls types. Par contre, si on veut faire la plantation du houblon, on n'a pas les aides sur la plantation du houblon. Mais par contre, c'est après avec ce houblon, on fait de la bière, qui est considérée comme de la diversification
non agricole, on peut avoir les aides pour l'atelier de transformation bière, de son houblon en bière. Est-ce que le houblon peut intervenir également dans le cadre de la reprise? Oui, il peut payer une reprise. Nous, de toute façon, la reprise, ça ne dépend plus de ce qu'il reprend. C'est juste, il s'installe, il reprend ou il crée. Et on donne 70 000 forfaitaires. Anciennement, effectivement, il fallait investir pour avoir. Maintenant, c'est fini, ça, depuis il y a 10 ans, c'est forfaitaire. Donc voilà. C'est juste le statut plutôt de la personne qui s'installe pour la première fois, par reprise ou par création. Mathias Bornier pose la question suivante. Pouvez-vous détailler un peu plus la définition de base d'un agriculteur actif? Et moi, j'ajouterais, peux-tu également faire la différence ou bien repréciser les définitions de jeunes agriculteurs, nouvel agriculteur et agriculteur actif d'une manière synthétique? Ça, c'est pas ma matière, hein. Je sais, mais bon, voilà, tu es quand même concerné, la question, elle est posée, donc je me permets quand même de te la poser. Oui, mais je ne suis pas sûr de savoir répondre correctement. Donc, je reprends ce slide-ci. Donc, nous, l'agriculteur actif, ce n'est pas suffisant. Si je pense l'agriculteur actif, dès qu'il y a un des membres qui remplit les conditions, d'office, il est actif. Moi, j'en rajoute une couche, c'est qu'un seul ne suffit pas. C'est ce que j'ai expliqué. S'il est en personne morale ou en personne physique, il faut la majorité ou la moitié des membres qui respectent les conditions. L'actif, un seul membre qui a la bonne qualification, rend le producteur actif. Et alors, je sais que dans l'actif, il y a aussi tout ce qui est pas permis. Il y a toute une liste qui rend un agriculteur non actif. Par exemple, les terrains militaires ou les choses comme ça, quoi. Voilà, mais c'est pas ma matière, voilà. Alors, pour être peut-être plus Et le complet, une jeune, ah petite oui, il y avait le jeune information aussi. pour Donc Mathias Bornier. le jeune, c'est la même chose. Donc le jeune, c'est un agriculteur, donc c'est quelqu'un qui prend le statut d'agriculteur, soit au début à titre complémentaire ou principal. Tant que sa demande est introduite avant ses 40 ans plus 364 jours, il est considéré comme jeune. Et il a droit à la majoration jeune. Et il doit respecter la qualification, donc au moins avoir un diplôme agricole ou les courbés plus 2 ans, et détenir 25% des fameuses parts qu'on vient de parler dans les questions précédentes. Voilà. Alors, peut-être justement pour ces questions un peu plus précises, c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il y a des fiches qui sont disponibles, accessibles sur le portail de l'agriculture wallonne. Le portail de l'agriculture wallonne, dans l'onglet Aide, on peut retrouver toutes les fiches concernant les différentes interventions et notamment, il y a une fiche qui détaille les définitions de jeunes agriculteurs, nouvel agriculteur, agriculteur actif. Je suppose, Yuri, que la Oui. définition d'agriculteur actif est la même pour Oui. les aides du premier pilier et pour les aides du deuxième pilier. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai mon AGW à AI, et il y a ce qu'on appelle l'AGW des notions communes, donc l'horizontale, et c'est là que se trouvent les définitions. Et on a aussi l'AGW contrôle et sanctions. Donc, on a 3 législations, cette fois-ci dans cette PAC pour mes aides. Mais vous avez aussi des renseignements, puisque Benoît parle du portail. Ah oui, mais non, on n'a pas. Ben oui, c'est pour Ah ça. oui, Nous n'avons pas accès. Pour le moment, on ne sait c'était pas faire juste de pour rappeler qu'on démonstration. n'avait pas accès. Voilà. Non, sinon, j'aurais fait la démonstration aussi. Oui, voilà. Sinon, je vous aurais présenté le site AI et je vous aurais montré tout ce qu'il y a moyen de trouver dessus, mais vous découvrirez par vous-même. Et donc, pour les questions plus précises, qui n'hésite pas à aller dans cet email-là, hein. On Oui, leur oui. répondra. Ça va. Tu as évoqué le mot contrôle. Il y a justement une question qui avait Oui. été inscrite. Quels sont les contrôles au niveau des aides à l'installation et aux investissements? Donc, ça, c'est ici. 100% de visite par la direction du contrôle. Donc, une fois que vous avez eu votre octroi, vous dites, ben voilà, j'ai acheté mon tracteur, je fais la demande de paiement. La direction du contrôle va sur place, va vérifier la facture du tracteur, que le tracteur est bien, par exemple, dans la bonne catégorie, parce que vous irez dans les investissements et les tracteurs de plus de 150 chevaux, de moins de 150 chevaux. Donc, on vérifie le certificat d'immatriculation, si c'est bien le bon tracteur, le bon numéro de série qui correspond à la facture, que la facture a bien été payée par le partenaire
et qu'à ce moment-là, tout est bon. C'est facile, les machines, c'est facile. Le bâtiment, ben, la personne, le contrôleur va sur place, il voit s'il y a une, trois, quatre factures ou jusqu'à 200 factures, il vérifie, il fait quand même la somme du montant réel. Pourquoi il va vous faire ça c'est pour qu'on ait des statistiques et qu'on revoie les coûts simplifiés. Parce que si les montants augmentent, ben nous, statistiquement, on pourra refaire monter les coûts simplifiés. Donc, il faut bien que toutes les factures soient là. On va vérifier que c'est bien payé à partir du compte du partenaire au bon fournisseur, que le bâtiment est fonctionnel et le bâtiment sera mesuré. Pour une construction, ça peut se faire sur le terrain ou par vue aérienne. C'est le bâtiment complet. Pour la toiture, même chose, c'est facile par la vue aérienne. Par contre, si c'est des aménagements intérieurs, si par exemple il n'y a qu'un tiers du bâtiment qui a été aménagé, ben là aussi le contrôleur va rentrer dans le bâtiment et mesurer que la partie qui a été aménagée. C'est parce qu'on aménage une partie dans le bâtiment qu'on va donner 100% de la surface. On donnera l'aide sur les mètres carrés qui ont été aménagés. Par exemple, si on ne fait que les tapis de logette, on prend les mètres carrés des tapis de logette et on ne prend pas toutes les tables. Voilà. Après, s'il y a des conditions, par exemple, si le permis devait être renouvelé, si on n'a pas eu la convention enregistrée, signée, enfin, tous les documents qu'on doit voir sont en fer. Maintenant, on ne demande plus de tout scanner. Et donc, tout ça est vérifié par le contrôleur. La publicité FEADER est vue aussi par le contrôleur. Si tout ça est bon, je paye. Alors, Julien Vanov a formulé la question suivante. C'est une question avec une société, une exploitation en société, Mhm. qui a son siège en Wallonie, mais Oui. qui a également un site d'exploitation, donc j'interprète une unité de production en Ouais. Flandre. Ouais. Et il demande si cette société peut avoir des aides wallonnes pour des investissements sur le site situé en Flandre. Non. Ou éventuellement, si c'est non, que Non. peut-il faire ou que doit-il faire puisque son siège d'exploitation se trouve en Wallonie. Pour avoir les aides en Wallonie, il faut son siège en Wallonie et faire l'investissement sur une UP wallonne. S'il veut faire des investissements sur la Flandre, il faut y avoir les Flamands, voir comment il peut avoir de l'aide sur l'UP flamande, mais je pense que les Flamands vont lui répondre la même chose. Il faut qu'il ait un siège en Flandre. Donc il est impossible pour Impossible. un Enfin, en tout cas, agriculteur flamand qui aurait une UP en Wallonie d'avoir des aides. oui. Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, pour cet agriculteur, une des solutions serait de constituer deux sociétés en faisant bien attention à la problématique de gestion autonome. Et alors, il y a aussi la problématique, c'est que si il y a la même personne derrière, s'il y a eu les aides en Flandre, il se coupe les aides en Wallonie. C'est le fameux slide, une personne ne peut pas. Il faut éviter de faire des montages comme ça artificiels. Non, c'est comme ça, c'est pas de chance. On a le même problème avec les grands, les Luxembourgeois, les Français, les Allemands et les Hollandais, hein. Voilà. Pour les aides, il n'y a pas d'accord puisque les aides à l'investissement et à l'installation ne sont pas une obligation. Il y a des accords parce que l'identification et la déclaration de superficie sont une obligation, mais les aides à l'installation, c'est une possibilité. Et donc, voilà, il faut être dans les conditions pour les avoir. D'ailleurs, il y a même des agriculteurs qui sont en Wallonie avec siège et UP en Wallonie, mais qui ne remplissent pas les conditions, qui ne savent pas avoir accès aux ETAI, hein. C'est pas parce que rien que les Flamands. Voilà. Donc, c'est une possibilité, donc il n'y a pas de solution dans ces cas-là. Il pose également une question un peu plus particulière. Si un enfant est actionnaire d'une société agricole, bon, dans combien de temps doit-il passer, dans combien de temps, euh, non, combien de temps faut-il pour qu'il puisse devenir gérant de la société? Alors, Mais nous, le peut-être problème, c'est que dès qu'il est. qu'avant Oui. de répondre à la question, peux-tu dire un mot au niveau de la société agricole? Parce que je pense que la société agricole, avec le nouveau code des sociétés et des associations, n'existe plus. Non, non, c'est donc le mot qui sont personne morale, société, nous on regarde plus la forme. Dès qu'il est derrière une personne morale avec un code NAS agricole et qu'il est identifié chez nous en tant que membre, le jeune est considéré comme installé. Et donc, il a 36 mois pour introduire son plan d'entreprise et avoir les aides à l'installation. Donc, il faut faire. Donc, c'est pour ça, il n'est actionnaire, ce n'est pas être gérant. Oui, mais Actionnaire, voilà. Et donc, l'idéal, c'est qu'il soit tout de suite gérant. Il ne faut pas le mettre actionnaire d'un pour ça pose des problèmes dans les dossiers. Donc, c'est la même chose que la personne qui dit oui, mais je n'ai eu qu'un troupeau de. Non. L'idéal, c'est de s'installer la première fois et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre tout de suite la casquette. Et maintenant, on peut le faire à titre complémentaire.
Nous, on Voilà. regarde la première fois qu'on a mis le pied en agriculture. Dès qu'on a mis le pied en agriculture en tant que membre, en tant qu'indépendant avec un COTNAS agricole, on est considéré comme agriculteur. Et à ce moment-là, les 36 mois pour entrer son plan d'entreprise débutent. On peut faire un parallèle avec le jeune qui, durant ses études, a quelques moutons et qui s'est inscrit à la BCE pour pouvoir les vendre. Oui, ouais, Il tout est à fait. considéré déjà comme installé. Voilà, donc on est en train. Le problème, c'est délicat, je réponds à ces questions-là, parce qu'il y a des notes qui sont en train d'être écrites entre l'administration et le cabinet d'interprétation. On va régler tous ces problèmes-là pour que ce soit très, très clair de qui est considéré comme agriculteur et à quel moment. Et donc, voilà. Mais pour l'instant, moi, je dis, nous, on regarde. Dès que la personne a eu un pied en agriculture, on est considéré comme installé. Et maintenant, depuis 2025, il a 36 mois. C'est une des raisons pourquoi on est passé de 24 à 36 mois. Euh, j'ai une petite info à transmettre puisque tu as fait allusion à la gestion autonome. Je Oui. rappellerai simplement que nous avons eu un agri-webinaire avec Isabelle Jomotte sur la gestion autonome et qu'il peut être revu sur la chaîne YouTube. Alors, une autre question. Bon, peut-être t'en connais. À quel consultant peut-on s'adresser pour Mhm. établir un plan d'investissement dans la région germanophone? Si tu ne les connais pas tous, certains En fait, si vous allez peuvent sur le site, répondre, tu peut-être, pourras dans la, répondre. Mais dans sinon, je la vais donner la conversation. réponse globale, tu diras, hein. Pour trouver la liste des consultants et les structures agréées, vous allez sur le site AI ici. Il y a 5 onglets, enfin 5 pavés verts. Vous allez dans l'onglet outils et il y a liste des consultants et structures agréées. Et vous tombez sur le site de la DEA où il y a les structures de consultance qui sont agréées. Et toute personne travaillant pour cette structure peut être consultant agréé. Et je te laisse répondre pour la communauté germanophone. Mais la communauté germanophone, voilà, Ah, dans la partie, il y en a, mais je vais il y a je vais Andreas laisser en face de répondre dans la moi. conversation. Est-ce qu'il y a un consultant? Oui, mais oui, normalement. Caroline Mulunder ou Delphine Pesser? De quelle structure? De la WE. Donc, LVO, je suppose. LVO. Donc, LVO, il y a des germanophones qui font les plans d'entreprise. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y avait une petite confusion parce que je ne savais pas à qui Yuri s'adressait. Et il s'adressait à Andreas Reuter qui se trouve dans son bureau et qui vous a répondu. Tu peux répéter pour que ça soit bien clair? Donc, c'est Elevio Lawe avec Delphine Pesser et Caroline Mullender. Voilà. Parfait. Alors, Marjorie Mikkels pose la question suivante. Si nous ne sommes pas issus du milieu agricole, est-ce que la réussite des cours A et B et la réalisation d'un stage agricole de 62 jours suffisent pour remplir les conditions de qualification quant à l'aide à l'installation? Non, il faut en plus 2 ans d'expérience. Donc, je reviens à mon tableau. Comment alors peut-elle avoir l'expérience? Elle doit passer, alors donc ici, elle est dans ce cas-ci, donc elle n'a pas les diplômes-là, donc elle fait courber plus 2 ans, et donc elle doit passer au 3e point. L'agriculteur peut solliciter une audition devant le comité d'installation, et donc elle deviendra, ici à Namur, devant un jury de 4 personnes qui lui poseront des questions et qui lui donneront l'équivalent de 2 ans d'expérience. Ou alors, elle s'installe et elle attend 2 ans, donc ça veut dire qu'elle prend un numéro et 2 ans après, elle aura 2 ans d'expérience et seulement la 3e année qu'elle pourra demander les aides à l'investissement. Tout à fait. Alors, oui, petite question complémentaire. Comment demander, solliciter une audition auprès du comité d'installation? Alors, il faut remplir le formulaire de pré-demande qui se trouve sur l'ancien site. Donc, c'est pas sur le guichet, le nouveau guichet de la DS Web et ni AI, c'est sur l'ancien site Adisa. Et donc, il y a le formulaire de pré-demande. Et là, ben, si vous avez vos courbés, vous dites que vous avez les courbés, il y a une case à cocher. Je veux être auditionné devant le comité d'installation parce que je n'ai pas assez d'expérience. Et donc, il recevra une réponse et il sera convoqué à Namur. Ne serait-il pas possible de mettre également ce formulaire dans AI ou voir sur le portail de Non. l'agriculture? Mais parce que Alors, Adisa, c'est de attends, l'ancien pour je les t'explique. jeunes actuels. Je t'explique. Donc, anciennement, le formulaire de pré-demande des comités d'installation ne servait que pour les aides à l'installation et à l'investissement. Maintenant,
ces qualifications étaient étendues au bail à ferme et à l'actif. Et donc, comme c'est quelque chose qui est lié à la personne, c'est dans partenaire que l'information se trouve. Donc, en attendant que partenaire refonte un formulaire PR, on laisse l'ancien formulaire qui est déjà développé et qui fonctionne encore. Voilà. C'est du Voilà, c'est très MacGyver, technique. mais c'est très technique. Mais Oui. voilà, tu me poses une question, je te donne la seule réponse que je peux donner. Merci, Yuri. Étienne Triffin pose la question suivante. En cas de reprise à titre onéreux, le cédant accorde des modalités de paiement dans un délai indéterminé, suivant les capacités du cessionnaire. Non. Le paiement de l'aide à l'installation peut-il être versé sans preuve de paiement préalable tel que le prévoit la Convention? Nous, tant que la convention, ce qui est prévu dans la convention pour le paiement n'est pas finalisé, on ne paye pas. Donc, si les modalités sont indéfinies et qu'il n'y a pas de fin, nous, on ne sera jamais payé. Donc, on est d'accord que la personne dise, ben, je paye 50% la troisième année, 50% la cinquième année, et on ne versera qu'à la cinquième année qu'on aura eu la preuve de paiement du premier versement la troisième année et la cinquième année le deuxième versement. Voilà. Marie Collard pose la question concernant les aides à l'investissement. Euh, que se passe-t-il oui, que se passe-t-il si on n'a pas encore de taux de liaison au sol officiel, car c'est un début d'activité, car les activités sont trop récentes, Hmm. et qu'on n'a pas de permis d'environnement? Je crois qu'il y a un peu plus, mais Non, je ça, n'ai pas le l'info. permis, le LS, si on Oui, que n'en le a pas, il permis est considéré comme d'environnement. bon. Le LS est considéré comme bon. Après, de toute façon, le LS, il est revu chaque année. Donc, si le LS n'était pas bon, il y aurait un cinquième de récupération ou un dixième selon les conditions. Par contre, le permis, on doit être en ordre pour pouvoir introduire le dossier. C'est une des conditions à l'introduction de la demande. S'il n'y a pas de permis en ordre, le dossier est d'office KO. Par contre, celui qui a un permis qui arrive à échéance, là, comme on sait qu'en la demande de paiement, il ne sera peut-être plus en ordre, à ce moment-là, il faut qu'ils aient fait la demande de renouvellement de permis avant la fin de la clôture du permis et le permis réaccepté devra être fourni pour qu'il y ait paiement. Mais on ne bloque pas le dossier. Ah oui. Parce Il qu'elle y a une indiquait note, il y a aussi, une note interprétative qui se trouve dans l'onglet législation du site, si vous voulez aller voir quelles sont les tolérances sur le permis d'environnement. parce qu'elle indiquait également qu'il n'y avait pas de permis d'environnement parce que le bâtiment n'était pas encore construit et que éventuellement les bâtiments seraient construits et qu'en parallèle, une demande d'aide à l'investissement pour construire, lors de la construction de l'étape serait introduite. Oui, mais pour un bâtiment, c'est un permis d'urbanisme, mais pour pouvoir Oui, oui, exploiter, il faut un permis d'environnement. bien sûr, c'est un permis, Voilà, oui, donc bien c'est pas la sûr, même chose. Donc pour tout à fait. pouvoir se lancer, il faut un permis d'environnement pour pouvoir exploiter. Alors, question, s'il y en a quand même quelques-unes, hein, des questions. Est-ce que le budget total Mais destiné aux aides à l'installation et aux investissements est-il indexé chaque année? Parce que comme le taux d'inflation maintenant, on a reconnu des taux plus le élevés, total, non. ou bien Non. y a-t-il une enveloppe déterminée en début de période concernant le plan stratégique? Voilà, j'explique. Ici, je reprends sur l'installation. Je vous ai dit, le budget initial était 35. Alors, le budget global européen, il est fixé en début de PAC, il ne bougera pas. Mais on a quand même pu augmenter ici de 35 à 40,6. Pourquoi? Parce qu'on a été rechercher de l'argent dans une autre intervention qui ne fonctionne pas. Par exemple, les PME agroalimentaires ne fonctionnaient pas, on a été rechercher 1,8 million et on a été rechercher 4 millions sur le bio pour monter à 40,6 millions. Mais on doit rester dans l'enveloppe de la PAC. On ne peut pas aller dire oui, on augmente l'enveloppe de la PAC de X millions. Ça peut se faire peut-être dans la période transitoire ou si l'Europe le permet. Mais actuellement, on est en enveloppe fermée. Et moi, voilà, il y a la partie européenne qui est fermée et la partie wallonne, la Wallonie a trouvé le cofinancement pour pouvoir payer l'aide publique, donc les 100%. Voilà, Yuri, je pense qu'il est Oui, déjà 14h01. Je pense ouais. que tu as une réunion.
Il a déjà commencé depuis une heure, une minute. Une minute, voilà, on vient de me le rappeler, hein. Et donc, je pense qu'on va en rester là. On a essayé de répondre à toutes les questions des personnes extérieures. Je pense que Oui. c'est très bien. Je Et vais sinon, relancer, moi, partager le diaporama pour simplement la fin. Je recommence, voilà. Non, est-ce que... Non, attendez, je dois faire autrement, je dois faire autrement, partager, je partage, voilà, c'est partagé, je reviens sur mon diaporama et je le lance pour la fin et essentiellement pour vous projeter une dia avec les prochains webinaires. Donc voici le programme des prochains webinaires. Le 8 mai, concernant les rappels et nouveautés du PGDA assises et taux de liaison sol. Le 22 mai, calamité agricole, mais essentiellement à destination des communes et des agents communaux. Le 5 juin, ce sera sur le permis d'environnement. Bien sûr, vous y êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à faire de la publicité pour ces webinaires. Vous pouvez également retrouver de nombreux événements, des informations, des actualités, etc. sur le portail, sur le site www.wallakis.be. Alors, au terme de ce webinaire, je voudrais bien sûr remercier Yuri Bartel pour sa présentation, pour toutes les réponses aux questions. Je voudrais également vous remercier toutes et tous pour votre participation. Comme je vous l'ai déjà dit, ces webinaires peuvent être revus. N'hésitez pas à diffuser, n'hésitez surtout pas à revenir avec nous le 8 mai. Donc,